C'est un sujet qui persiste dans l'actualité, ces crimes économiques. Aujourd'hui, je le disais à l'instant, c'est à Ottawa que ça se passe. En ce moment même, là, des victimes des fraudeurs comme Earl Jones et Vincent Lacroix tiennent une conférence de presse. Ils réclament plus de muscles dans la répression du crime économique. Et un peu plus tard, à 13 heures, le ministre de la Justice du Canada, Rob Nicholson, va présenter un projet de loi qui imposerait des peines plus sévères à ceux qu'on appelle les criminels en cravate. Pour parler de tout cela, je reçois quelqu'un qui connaît bien le milieu financier, Philippe Ternec. Il a été vice-président chez Norbourg, mais il a finalement écrit un livre tiré de son expérience dans l'antre de Norbourg. Bonjour, M. Ternec. Bonjour, Mme Dussault. Écoutez, c'est dans le paysage depuis tellement longtemps. Vincent Lacroix qui va finalement subir son procès. Comment recevez-vous cette idée que les victimes aillent manifester à Ottawa pour réclamer des actions gouvernementales très, très précises? Moi, je trouve ça merveilleux parce que on a l'impression que l'affaire Norbourg, de déjà 4 ans, il n'y avait pas de conséquences, il n'y avait pas de suite. Aujourd'hui, il y a tous ces scandales qui sortent. On dit les gens se réveillent, les gens sont tannés et ils sont en train de manifester pour forcer nos gouvernements à changer parce qu'on se rend compte que c'est à eux que revienne la responsabilité de changer les lois. Ouais. Alors moi, je trouve ça superbe. Ouais. Parce qu'il y avait encore hier dans les informations un cas en Alberta, oui. Semblable à Lacroix ou à Earl Jones, ouais. C'est pas loin de 100 millions de dollars. Et ces gens-là que vous connaissez, ces victimes, parce que les gens se posent la question, mais comment ont-ils pu tout mettre tous les œufs dans le même panier? Comment ont-ils pu être si naïfs et croire? Et est-ce qu'ils ne sont pas un peu responsables? Bon, alors on peut en parler un peu. Ouais. J'ai des propositions justement de responsabilité. Il ne faut jamais oublier la responsabilité des gens, un peu comme si vous avez une maison et que vous ne l'assurez pas contre le feu, le vol, l'incendie, enfin le feu et le vol, et puis la maison prend feu, vous perdez tout, vous n'êtes pas responsable. Maintenant, il faut quand même se rendre compte que ces gens sont des gens qui ne connaissent pas la finance et qui font confiance. La confiance est une qualité humaine superbe. Et quand elle est trahie, il arrive ça. Alors il y a une question d'éducation qu'on pourrait faire pour les gens, c'est sûr. Bon. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut ne pas punir les fraudeurs. Bon, évidemment, il y a dans l'air le fait que le gouvernement du Québec pourrait retourner aux victimes de Vincent Lacroix l'argent des impôts payés, à même l'argent volé à ces investisseurs. Mais ce que vous souhaitez comme indemnisation, ça va bien au-delà de ça. Il y aurait des moyens. Écoutez, justement, j'ai écrit un article. Est-ce que l'État devrait indemniser les victimes de fraude financière? Je dirais oui, mais... Oui. Ce que je ne veux pas, c'est enlever la responsabilité des gens. Alors, moi, je serais bien plus pour que l'État mette en place un mécanisme de compensation financière qui soit financé par tous les intervenants du milieu financier, les manufacturiers, ceux qui produisent les produits, ceux qui les gèrent, ceux qui distribuent et celui qui l'achète. À chaque transaction, avec un plafond, comme on a en banque, par exemple, une garantie de, je crois que c'est 100 ou 100 000 $ de protection. Alors ça, on pourrait mettre un mécanisme en place pareil. Mettons 100 000. Ce qui fait que les gens devraient commencer à être... D'abord, ils cotiseraient une sorte d'assurance et ils seraient responsables un peu de poser des questions aux conseillers. Mais évidemment, Earl Jones, lui, n'était pas agréé. Il n'y avait pas les permis. Alors, il était, nous disait Yves Michaud hier, il était inscrit au registre des entreprises, mais dans le façon, tout ça, ces criminels-là aussi agissent en marge des lois et des mesures existantes. C'est pour ça qu'il faut faire des lois en amont très dissuasives. Si on prend le code Madoff, qui est assez emblématique, 150 années, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais ça montre peut-être qu'il y a un virage qui se fait. Il faut montrer des peines extrêmement dissuasives pour que ceux qui fassent ces fautes savent qu'ils ne vont pas s'en sortir. Parce que Rob Nicholson, le ministre de la Justice du Canada, va faire une annonce à 13 heures. On n'en connaît pas le contenu. Quelles sont vos attentes? On parle évidemment de peines minimales obligatoires. Moi, je m'attendais d'abord qu'on définisse la fraude financière comme un crime grave. Bon. Deuxièmement, qu'il y ait des peines obligatoires minimum. Et puis peut-être qu'on peut faire une ouverture jusqu'à 50 ou 60 ans et laissons les juges et les avocats faire leur jurisprudence. Il faut éliminer le 6e de la peine. Oui. C'est ridicule. Le 6e de la peine, on peut réexpliquer ce que c'est. C'est les criminels qui sont libérés. Qui peuvent être libérés pour bonne conduite, théoriquement, au bout d'un 6e. Pourquoi on ne ferait pas au moins 2 tiers? Il est temps qu'on arrête de penser aux fraudeurs et qu'on se retourne vers la victime. Parce que les dommages collatéraux des victimes, on n'en a jamais trop parlé, mais c'est gigantesque. Mais en quoi c'est violent, justement, un crime économique? C'est violent parce que d'abord, les gens perdent leur argent si durement gagné, toute une vie pour l'accumuler. Ça paraît facile parce que de l'argent, c'est virtuel. Non, de l'argent, c'est une valeur comme une autre. Ce sont des gens qui ont accumulé de l'argent pour leur retraite aussi. Donc il y a des gens, leur retraite, ils n'en ont plus. C'est quelque chose de très grave. Et surtout que pour confier de l'argent, on a joué sur la confiance. C'est dramatique, ça. Donc, il faut être très, 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 très dur avec ça. Je vais en parler dans le bulletin de nouvelles tout à l'heure avec Caroline Bailey. Il y a ces donateurs, 70, qui ont donné 100 000 $ à Jeunesse au Soleil pour venir en aide aux victimes de Earl Jones. C'est un geste c'est un geste humain très beau. Oui. Mais je pense que devant ce geste-là,
comment les gouvernements vont réagir. Ils sont obligés de prendre des décisions pour être dans ce sens-là. Ouais. C'est un geste gratuit qui vient du cœur. Craignez-vous que les mesures annoncées à 13h par le ministre de la Justice du Canada soient perdues dans une turbulence électorale? Ah oui, j'ai peur qu'elles soient pas. Écoutez, c'est intéressant. Peut-être que justement, c'est la vertu des gouvernements minoritaires de pouvoir prendre des décisions pour garder le pouvoir. Mais moi, j'irais plus loin dans les sanctions, aussi dans les préventions de sanctions. Il faudrait que les firmes qui sont impliquées dans la vente de produits et services financiers soient imputables des produits qu'ils mettent sur le marché. S'ils mettent un produit citron, ils seraient responsables. Comme les papiers commerciaux, comme la Banque nationale et exactement. Et j'aimerais aussi, je penserais intéressant, que les entreprises et la haute direction d'une firme soient responsables des faits et gestes de ses employés et qu'ils soient punis aussi. Et pour éviter d'être punis, donc à mettre en place des mesures qui empêcheraient justement un fraudeur de faire ce qu'il a fait. Toute une réforme. Vous avez déjà eu des réactions des gouvernements là-dessus? Moi non, mais à chaque fois que j'en parle aux gens, ils me disent c'est là qu'il faut aller. J'espère qu'en fait ça va bouger. Bon, alors vous ne lâcherez pas. Ah non. Je comprends bien. Merci beaucoup Philippe Ternec. Merci beaucoup Mme Dussault.